Lorsque l'on observe une entreprise de près, on remarque deux types de personnages, l'employeur et les salariés. L'employeur dirige, les salariés produisent en échange d'un salaire, plus ou moins élevé. L'employeur porte la responsabilité de l'entreprise et généralement une cravate. On l'appelle également le patron. Depuis que les entreprises existent, il y a presque toujours eu des conflits d'intérêts entre les salariés, représentés par leurs syndicats, et les patrons, qui eux-mêmes rendent des comptes aux actionnaires. Pour tenter d'arbitrer ces différends, on a inventé la législation du travail. Seulement voilà, lorsque l'on observe les conditions de travail des salariés, on constate de notables différences. Dans certaines professions, on ne travaille pas au même rythme que dans d'autres. Dans certains secteurs, on est mieux payé que dans d'autres. Certains salariés ont des avantages que les autres n'ont pas. Pourquoi de telles différences? On se le demande. Oh, il doit sûrement y avoir une explication toute simple. Il était une fois le monde du travail. En France, ce monde est réglementé en premier lieu par l'État et son code du travail, qui définit pour tous les salariés un cadre général, peut-être même un peu trop général. C'est vrai que pour trouver un cadre qui satisfasse tout le monde, c'est un peu la quadrature du cercle. Heureusement, ce cadre peut être précisé en fonction des secteurs d'activité et des entreprises à l'occasion d'une négociation entre représentants de salariés et d'employeurs, la négociation collective. Messieurs, s'il vous plaît, je vous rappelle que vous êtes partenaires sociaux. L'origine de cette négociation est intimement liée à l'histoire du syndicalisme. Jusqu'à la Révolution française, alors que les ouvriers étaient encore peu nombreux, le monde du travail était régi par des règles corporatives. En 1870, la Commune de Paris salue la naissance du mouvement syndical qui va rapidement s'internationaliser. En 1936, le Front populaire signe les accords de Matignon qui instaurent la semaine de 40 heures, les congés payés. C'est à ce moment qu'est institutionnalisée la négociation collective qui ne cessera de se développer par la suite. Après les premières conventions collectives, les salaires sont négociés dès 1950. En 1958, un accord qui instaure l'assurance chômage est conclu. Aujourd'hui, la négociation collective a pris de plus en plus d'importance, alors que le nombre de syndiqués n'augmente pas. La négociation collective intervient à 3 niveaux. Le niveau interprofessionnel qui concerne l'ensemble du monde du travail, le niveau des différents secteurs d'activité ou branches, transport, santé, métallurgie ou métier de la teuf, le niveau des entreprises ou boîtes. Au niveau interprofessionnel, ce sont les grandes organisations syndicales et patronales nationales qui négocient des accords pour tous les salariés. Exemple, accord sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Au niveau de la branche, les organisations syndicales et patronales professionnelles négocient la fameuse convention collective qui réglemente le travail dans leur secteur. Exemple, les formations professionnelles spécifiques. Enfin, au niveau de l'entreprise, c'est entre le ou les délégués syndicaux et la direction qu'intervient la négociation collective. Une négociation qui aboutit à des accords spécifiques à chaque entreprise. Ah là, ça va beaucoup mieux. Bon, jusque-là vous suivez? On continue. Comment sont donc choisis les représentants de salariés et d'employeurs qui participent à la négociation collective? Au niveau interprofessionnel, les choses sont claires. Seules les 5 grandes confédérations, considérées comme représentatives de l'ensemble des salariés français, et leurs homologues patronales sont autorisés à négocier.
Les autres attendent devant la porte. Au niveau de la branche, situation quasi identique. Les syndicats professionnels issus des 5 grandes confédérations sont admis à la table des négociations. Mais parfois, d'autres syndicats qui ont pu faire la preuve de leur représentativité spécifique dans leur branche y participent également. Les organisations patronales doivent aussi être représentatives dans leur secteur. Au niveau de l'entreprise, c'est le délégué syndical qui peut négocier avec le patron. Ce délégué n'est pas élu, mais désigné par son syndicat. Son poids dans la négociation dépend des résultats des élections professionnelles, élection des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Quand vous votez pour un candidat, vous augmentez l'influence du syndicat auquel il est affilié. À voter. Au travail comme ailleurs, si vous ne votez pas, les décisions se prendront sans vous. Avouez que ce serait dommage. À votre avis, qui fixe la périodicité et le contenu obligatoire des négociations collectives? Le Code du travail, bien sûr, et ses fidèles défenseurs, les inspecteurs du travail. Dans l'entreprise, la négociation collective est obligatoire tous les ans. Elle porte notamment sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail. Les branches doivent négocier tous les 5 ans pour les classifications. Et chaque année pour la détermination des salaires minimums. Évidemment, rien n'interdit d'évoquer d'autres sujets. Ben quoi, il n'est que 3 heures du matin? Et si on parlait gestion prévisionnelle des emplois et compétences? Non? Bon, d'accord. Au niveau interprofessionnel, les partenaires sociaux peuvent négocier quand ils l'estiment nécessaire. Et sur tous les sujets. Mais toujours dans le respect du Code du travail. La loi reste la loi. Enfin, sauf quand elle change. Justement, une loi du 4 mai 2004 vient encore renforcer l'importance de la négociation collective. Auparavant, il suffisait qu'une seule organisation syndicale signe un accord pour qu'il soit applicable à tous. Avec cette loi, l'accord ne sera applicable que s'il recueille l'assentiment des organisations syndicales majoritaires. Sinon... Avouez que c'est plus juste. Autre modification, au niveau de la branche, les partenaires sociaux ont la possibilité de déterminer la portée qu'ils entendent donner à un accord. Impératif ou non pour les entreprises. Bon, là, faudrait songer à se mettre d'accord. Enfin, la nouvelle loi permet, dans certaines conditions, de conclure des accords collectifs dans des entreprises sans délégué syndical, souvent de petites entreprises. La négociation pourra s'effectuer avec un membre du comité d'entreprise, s'il y en a un délégué du personnel, s'il y en a un, ou même un salarié mandaté par des organisations syndicales. Ah, et voilà, on a fini. Si on se résume, en France, l'État et son Code du travail ne détiennent pas le monopole de la réglementation dans le monde du travail. Tout salarié participe à la négociation collective des conditions de travail par l'intermédiaire de ses représentants. Raison de plus pour bien les choisir et pour s'informer régulièrement des résultats de cette négociation. Parfois, ils peuvent changer la vie au travail.